Bonjour à chacune et à chacun. Donc, nous, on est venu pour vous parler de qualité d'air intérieur, qui en fait, bon, alors là, le sujet, c'est pas de vous expliquer pourquoi il faut faire de la qualité d'air intérieur dans les bâtiments environnementalement performants, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut développer de bonnes méthodologies pour l'intégration justement dans cette conception. Donc du coup, pour me présenter rapide, donc moi je suis Fabrice Rozumerec, je travaille chez Etera, qui est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de matériel, de monitoring et de mesures de diagnostic de qualité d'air intérieur et de solutions de d'épuration. Et je suis accompagné par Philippe Petit. Oui, donc Philippe Petit, je suis le président de la société Emler. Je suis conseiller en environnement intérieur et expert près la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique pollution de l'air. Voilà. Donc actuellement, la qualité d'air intérieur, tout le monde sait la mesurer. Bon, mais la problématique, c'est derrière cette mesure, qu'est-ce qu'on en fait? Donc du coup, ce qui manque de manière assez cruelle, en fait, c'est de méthodes pour faire les analyses et donc pour pouvoir derrière, je dirais, à la fois améliorer la conception des bâtiments, mais aussi piloter les installations techniques. Donc du coup, là, on va vous présenter des premiers résultats sur une méthodologie qu'on a essayé de mettre en place, une méthodologie expérimentale, parce que rien de mieux que l'expérimentation, en fait, pour justement amener en fait cette technologie qualité d'air intérieur de manière très pragmatique. Donc en fait, cette méthode, la méthode en fait de bonne conception de qualité d'air intérieur et notamment du pilotage des installations de traitement d'air doit s'appuyer sur une expérimentation d'une part, et cette expérimentation et ces méthodes de mesure et de monitoring doivent s'appuyer sur, je dirais, une typologie de polluants. Donc sans entrer dans un détail très important, mais au moins savoir que les polluants donc, peuvent venir de l'intérieur, comme par exemple le formaldéhyde, qui est le polluant chimique le plus impactant en termes de toxicité dans nos environnements intérieurs, que ce soit dans des bâtiments résidentiels ou dans des bâtiments tertiaires. Le dioxyde d'azote, qui est une substance donc également irritante et allergène, et donc qui est produite essentiellement au niveau de l'air extérieur. On parle du trafic routier, des émissions industrielles et de l'ensemble des combustions. Alors quand on est dans une application tertiaire, il n'y a pas de combustion interne, il n'y a pas de cuisson, donc du coup le dioxyde d'azote est essentiellement issu de l'extérieur. Par contre, quand on est dans une application résidentielle, on peut également avoir de la production de dioxyde d'azote en intérieur. Et les particules fines dont tout le monde a entendu parler, du coup avec leur impact important, que ça soit donc au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, même au niveau cérébral, puisqu'il y a des études qui prouvent que les particules fines ont un impact à ce niveau-là. Du coup, qui, elles, sont issues à la fois d'une production extérieure, mais aussi d'une production intérieure. Donc, en fait, c'est quand on a cette espèce de vision globale que l'on peut, en fait, réellement pouvoir aborder le pilotage et la conception des installations de traitement d'air de manière efficace. Voilà. Et le focus que l'on a cherché à faire ici, c'est notamment le focus entre le transfert des polluants entre l'extérieur et l'intérieur. Les polluants d'origine naturelle sont essentiellement sur l'extérieur. Les polluants d'origine anthropique, c'est-à-dire liés à l'activité humaine, sont à la fois impactantes sur l'air intérieur et également sur l'air extérieur. Et du coup, ici, le focus que l'on a cherché à mettre en lumière, c'est ce transfert entre la pollution extérieure et la pollution intérieure. Donc, les objectifs de cette expérimentation, en fait, qui est une expérimentation très longue, en fait, 25 semaines, pourquoi une expérimentation aussi longue? C'est qu'il est nécessaire, en fait, pour aborder la qualité d'air intérieur de manière efficace, de ne pas se contenter sur un audit d'une journée ou d'une semaine, puisqu'il y a des tas de paramètres qui changent et qui évoluent, l'occupation, l'inoccupation, la problématique de la pollution extérieure qui peut varier au fil des saisons, si on est en mode chauffage ou en mode hors chauffage, l'apparition de pollen ou de choses comme ça. Donc du coup, il y a cette nécessité d'avoir cette expérimentation. Il y a sur une durée relativement longue. Donc du coup, les objectifs, c'était d'analyser les transferts, comme j'ai dit tout à l'heure, de polluants entre l'extérieur et l'intérieur. Et notamment, le besoin initial, c'était d'identifier des sources d'odeur et qui avaient été, en première approche, identifiées comme venant de l'extérieur et notamment d'une combustion liée d'un mode de chauffage d'un pavillon résidentiel qui se trouvait à côté.
Donc, du coup, il était également nécessaire de monitorer le formaldéhyde, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un polluant qui est essentiellement un polluant de production intérieure. Du coup, pour pouvoir faire la part des choses entre la pollution qui venait effectivement de l'extérieur et donc transférée à l'intérieur, et ce qui pouvait être éventuellement généré à l'intérieur du pavillon, puisque là, en l'occurrence, cette expérimentation est sur un pavillon résidentiel. Et ensuite, derrière, l'impact de la filtration donc sur les niveaux de polluants intérieurs et voir comment est-ce que cette filtration peut améliorer quelque part la qualité d'air intérieur avec une qualité d'air extérieur qui se trouverait dégradée. Donc du coup, ce qui a été mis en place, c'est une métrologie très complète en fait sur l'ensemble des polluants. Donc à la fois une station de monitoring intérieure avec un ensemble de paramètres en fait liés donc les paramètres que j'ai cités précédemment, le formaldéhyde, le NO2, les particules fines, plus d'autres paramètres mesurés de manière complémentaire pour pouvoir mener cette analyse de manière très précise. Une station extérieure, donc juste une petite parenthèse en disant que Etera donc, est à ce jour la seule société qui commercialise une mesure en continu de formaldéhyde, puisque cette mesure en fait se base sur un brevet qui a été déposé par Etera il y a maintenant plusieurs années, et du coup on est à ce jour les seuls à pouvoir le faire. Donc la station extérieure donc, qui mesure un certain nombre de paramètres pour pouvoir, avec la même typologie, avec exactement les mêmes capteurs en intérieur et en extérieur, je parle au niveau qualitatif, pour pouvoir justement faire un comparatif entre l'air extérieur et l'air intérieur et pour pouvoir évaluer en fait le transfert et le taux de transfert. Et ensuite une partie épuration, puisqu'on a mis en œuvre un épurateur mobile que l'on distribue également, qui permet aussi d'améliorer la qualité d'air intérieur avec donc un équipement qui va intégrer à la fois une filtration particulière performante de type EPA, de type absolu, mais également un filtre spécifique formaldéhyde qui est issu également d'un brevet Etera et qui permet donc d'améliorer et de diminuer la concentration de formaldéhyde à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Bien, je vais prendre le relais pour présenter quelques résultats. Alors évidemment, sur 25 semaines, on peut imaginer que c'est assez compliqué de faire quelque chose de très exhaustif, mais je vous engage à venir nous voir pour en discuter plus tard si vous le souhaitez. Donc j'ai fait figurer ici le transfert des PM2,5, donc les particules inférieures à 2,5 microns. Et on voit donc sur la partie gauche la représentation de concentration à l'intérieur et à droite les concentrations extérieures. Alors c'est évidemment quand on fait de la mesure temporelle, on obtient des courbes où on a le temps en bas et puis les concentrations sur l'axe des ordonnées. Ici, on a utilisé une représentation qui est un peu moins courante, on va dire, mais qui permet d'avoir un regard très précis et très moyen du coup sur ces grandeurs. Donc j'ai représenté en bas les évolutions jour par jour sur une semaine où les occupants étaient absents et nous permettait du coup d'éliminer toutes les sources intérieures, donc qui sont des parasites en termes de mesure pour mesurer un taux de transfert de façon très correcte. Et donc vous voyez par exemple à droite, à l'extérieur, des jours où on était aux alentours de 15 microgrammes par mètre cube. C'est relativement faible. On peut rencontrer beaucoup plus, surtout dans des régions comme Paris, par exemple, dans cette période estivale. Et on voit qu'à l'intérieur, on est plutôt en dessous aux alentours de 5 microgrammes par mètre cube. On ne voit pas très bien depuis là. Pardon. Et du coup, on a calculé un taux de transfert moyen, c'est-à-dire le ratio entre la concentration extérieure sur la concentration concentration intérieure sur la concentration extérieure. Et on a calculé un taux de transfert moyen de 0,45, donc sans filtration sur l'air neuf. C'est finalement ce qu'on retrouve dans un bâtiment classique. Donc voilà, ça c'est le corrélaire du coup avec une filtration sur l'air neuf. Alors je ne m'étends pas sur le système de ventilation, ce qu'il faut retenir c'est qu'on a comparé avec filtration de l'air neuf et sans filtration de l'air neuf. Et donc on voit ici, cette expérimentation s'est passée à une autre période, au mois de février, également l'absence des occupants. On voit que les niveaux extérieurs sont globalement plus faibles que pendant les fêtes de fin d'année. Et par contre, on voit qu'au niveau des concentrations intérieures, on a obtenu des niveaux résiduels beaucoup plus faibles.
Et donc on voit que ça se voit aussi mathématiquement sur le taux de transfert qui est passé à 0,24. Donc l'apport d'une filtration génère une diminution de près de 50% du transfert des PM2,5. Et donc une filtration, là on a parlé tout à l'heure de filtre EPA, plutôt classique, destiné à l'habitat. On peut imaginer que dans le tertiaire, où on a des systèmes qui ont une pression statique disponible plus importante, on peut mettre des filtres encore plus performants. On est resté sur des performances de filtres relativement moyens. Je suis obligé d'accélérer. Sur le NO2, alors on n'a mis qu'une courbe parce que la filtration qui a été mise en place était plutôt destinée à piéger les particules. Donc ça confirme, en fait, on n'a pas eu d'effet sur le NO2, mais on peut imaginer mettre en place dans le futur, ça existe déjà, mais des solutions de filtration qui vont agir sur les polluants chimiques. Ça, c'est un exemple pour faire voir l'écart déjà entre la représentation temporelle, on va dire ici, et puis la représentation que je vous ai présentée précédemment. Et c'est l'idée que ces analyses nécessitent d'aller voir dans le détail des événements. Alors c'est assez comment dire, anecdotique. Voilà, par exemple ici, un jour où les occupants ont fait une fondue savoyarde, et donc on voit que les niveaux de pollution générés sont énormes, et ça se reproduit ici sur la vision des niveaux maximums qui sont mesurés. Voilà, je suis dosé, on est obligé d'aller assez vite. Et donc en fait, le dernier point au niveau de ces mesures, alors en fait, là on a fait un focus un peu très rapide, c'est-à-dire que l'étude est beaucoup plus complète, mais donc du coup par rapport au temps imparti, il faut aller assez rapidement à l'essentiel, je dirais, et notamment sur la partie particulière. Donc du coup, ici, ça montre en fait l'efficacité que peut avoir un épurateur intégré dans un bureau, avec un taux de brassage donc relativement important, de l'ordre de 2 à 3 volumeurs. Du coup, on voit que ce qu'on appelle la cinétique de décontamination, c'est-à-dire en fait la rapidité avec laquelle, quand on met en œuvre un épurateur, du coup la pollution décroît de manière très sensible en fait entre le niveau antérieur et le niveau postérieur à la mise en route de l'épurateur. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a cet épurateur, malgré les transferts de l'extérieur et malgré l'activité à l'intérieur du bâtiment, on réussit à maintenir à des niveaux très très faibles. Et du coup, ce qui est important de voir aussi, c'est que ce genre de solution, c'est ce qui permet d'apporter en fait une efficacité énergétique bien meilleure et même une efficacité QAI globale bien meilleure par rapport à tout ce qui est préconisé actuellement dans la littérature, même par rapport à certains organismes qui font autorité, notamment par rapport à l'ouverture des fenêtres, puisqu'on voit que si on ouvre les fenêtres, forcément on a un impact énergétique, on a un impact dégradation du confort et on a aussi un impact de dégradation de la qualité d'air intérieur de par l'augmentation des transferts des polluants de l'extérieur vers l'intérieur. Donc même si dans une problématique Covid, le fait d'ouvrir les fenêtres pour diminuer en fait le taux de CO2, ça a tout à fait un sens, mais il faut toujours rester vigilant au fait que la QAI c'est quelque chose de global et qu'il faut impérativement analyser le sujet de manière globale, et donc l'ouverture des fenêtres est loin d'être une solution universelle en termes de qualité d'air intérieur. Donc rapidement, la conclusion, c'est donc ce qu'on a essayé de vous montrer là par un peu ce report en fait de cette étude, c'est de montrer que le monitoring, c'est quelque chose, le monitoring de la qualité d'air intérieur, c'est quelque chose qui a tout à fait un sens dans le fait de maintenir une excellente qualité en fait environnementale des bâtiments. Je rappelle donc le triptyque de la qualité environnementale, c'est l'efficacité énergétique, c'est le confort hygrothermique et c'est la qualité d'air intérieur. Et du coup, il faut bien évidemment donc avoir cette vision beaucoup plus globale sur l'ensemble des paramètres qualité d'air intérieur que j'ai évoqués juste avant, et pas simplement sur la mesure du CO2 tel qu'il est grandement préconisé en ce moment. Et voilà, ce qui est, à mon sens, quand même quelque part un petit peu contre-productif par rapport à une problématique QAI globale. L'intérêt de l'épuration en complément ou en substitution de l'ouverture des fenêtres. Bon, l'ouverture des fenêtres, ça peut effectivement, dans un bâtiment qui a un système de ventilation, je dirais, d'efficacité réduite, ça reste de toute façon quelque chose d'important. Donc, mais par contre, l'épuration peut jouer et travailler en complément de cette ouverture des fenêtres. Et puis donc l'impact par la filtration, par l'intégration de filtration notamment, et puis je dirais l'impact et le rôle
contrôle fait d'une bonne conception, d'une bonne exploitation, d'une bonne maintenance de l'installation de ventilation traitement d'air, s'appuyant sur un monitoring, sur une mesure des paramètres de la qualité d'air intérieur qui permet le pilotage de cette installation de ventilation traitement d'air. Ça, c'est quelque chose également qu'il faut intégrer maintenant de plus en plus dans la conception et dans l'exploitation des bâtiments. Et ensuite, le dernier point, c'est d'avoir un matériel en fait de mesure de monitoring de la qualité d'air intérieur ou d'épuration qui soit réellement adapté aux besoins. Donc que ce soit des matériels de diagnostic, des stations de diagnostic, de monitoring, c'est-à-dire de mesure en continu, en intérieur, en extérieur, et des systèmes de purification et d'épuration de l'air particulière et chimique performants. Voilà. Donc on a un stand dans la partie start-up, là, ici, donc juste en sortant sur la droite. Donc si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez d'autres types de renseignements, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci à tous. Merci.